Personne n'aurait pu prédire ce qui s'est passé ce week-end en Azerbaïdjan. Entre le podium de Carlos Sainz, la victoire de Max Verstappen et le désastre de McLaren, on a eu un week-end totalement aléatoire. Alors oui, la course hier dimanche n'était pas exceptionnelle. Si je devais lui donner une note sur 20, je pense que ça dépasserait pas les 10 ou 11. Mais il y a quand même 2-3 points à évoquer qui vont être cruciaux pour la suite et la fin de cette saison 2025 de Formule 1. Installez-vous confortablement et on va revoir ensemble ce qui s'est passé ce week-end et faire le récap du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2025. On va commencer par le conseil de classe et le premier élève, bien évidemment, est la séance de qualification. Alors, je vais mettre des félicitations, mais je me dois de m'expliquer. 2 heures de séance de qualification, 6 drapeaux rouges, un record dans l'histoire de la Formule 1 et une grille totalement what the fuck et aléatoire. Alors, je vais pas vous mentir, la séance a été extrêmement longue, j'étais à 2 doigts de m'endormir, mais pour ça, vous le savez, j'ai une solution et un partenaire de longue date. Ce partenaire, c'est bien évidemment Oli qui nous accompagne sur tous nos projets et qui sponsorise cette vidéo. Est-ce que j'ai vraiment besoin encore de vous présenter Oli, qui est une marque de boissons énergisantes, mais pas que, qui fait des boissons d'hydration, qui fait des iced tea, qui fait des milkshakes aussi. Vous le savez sûrement, j'ai un code qui vous permet d'économiser 10% sur vos commandes sur le site Oli. Et si vous n'avez jamais testé, c'est peut-être le cas de certains d'entre vous, le code HYDRO5 vous permet d'avoir 5 € de réduction sur n'importe quel produit du store Oli. Alors je vais quand même vous présenter Oli pour les petits nouveaux et ceux qui auraient peut-être jamais entendu parler de cette marque. Les boissons énergisantes ont une spécificité que vous ne retrouvez pas chez d'autres concurrents qui s'appelle la NewCaf, qui vous évite d'avoir un pic d'énergie mais qui s'étale sur la durée et qui vous permet de rester en forme durant toute la journée. L'avantage de Oli, c'est ce petit booster que je tiens dans la main, que vous pouvez retrouver sur le site, et il y en a des dizaines pour littéralement tous les goûts. L'avantage de ça, déjà de 1, c'est qu'en achetant ça, vous avez plus de 40 portions. De 2, vous n'avez pas à acheter une bouteille ou une canette, donc c'est aussi très intéressant d'un point de vue environnemental. Je tiens quand même à le rappeler, mais Oli, c'est recommandé aux personnes de plus de 16 ans. Et bien évidemment, ne prenez qu'une portion par jour, ça suffit largement, et c'est là l'intérêt de la NewCaf. Si jamais vous n'êtes pas trop dans ce délire de boissons énergisantes, comme je vous l'ai dit, il y a de l'iced tea, il y a des boissons hydration, il y a des magnifiques shakers, et celui-là reste encore jusqu'à aujourd'hui mon coup de cœur. Donc allez faire un tour dans la description, allez visiter un petit peu les différents produits disponibles, et si vous souhaitez tester, je vous conseille les packs découvertes avec des petits sachets. Ça coûte pas cher, c'est des petites portions, et au moins vous pourrez vous faire vous-même votre propre avis sur les produits d'Oli. Merci à eux de nous accompagner sur tous nos projets et de sponsoriser cette vidéo, et on va repasser tout de suite à cette fameuse séance de qualification. Ce que j'ai adoré dans cette séance de qualification, c'est pas tant les accidents, c'est pas tant le fait qu'elle dure 2 heures, mais c'est les conditions changeantes. Le fait que les pilotes aient un petit peu de challenge, et on l'a vu, et ben au final, quand on met à mal les pilotes, c'est pas si facile. Entre le vent, entre la pluie, entre le fait qu'il fallait réutiliser des pneus déjà utilisés, et ben on a vu au final quelles équipes, quels pilotes réussissaient à s'adapter au mieux à ces conditions. Ça redistribue totalement les cartes, ça permet à certains de faire des coups d'éclat, comme par exemple Carlos Sainz ou Liam Lawson. Franchement, encore une fois, la Formule 1 est bien plus intéressante le samedi que le dimanche. Les qualifs sont juste exceptionnels. J'aurais aimé voir plus de qualifs de ce style cette année, un petit peu plus court et avec un petit peu moins d'accidents. Bon, forcément, dans le conseil de classe, je suis obligé de placer Carlos Sainz et lui donner toutes mes félicitations. Premier podium au volant d'une Williams avant même Lewis Hamilton. C'est le premier podium pour Williams depuis 2021 et le Grand Prix de Belgique avec George Russell. Mais Sainz a juste fait un week-end exceptionnel. Honnêtement, que ce soit en qualification avec sa première ligne ou alors sa course et sa gestion du rythme le dimanche, je suis extrêmement content pour Carlos parce que je trouve que cette saison 2025 ne reflète pas du tout le niveau du pilote espagnol. Il a été très malchanceux. Il a très souvent été dans les mauvaises histoires ou dans les mauvaises actions. Là, enfin, on a un résultat référent dans cette saison 2025 pour Carlos Sainz et surtout pour Williams qui mérite ce podium. La reconstruction, l'évolution est totalement folle depuis l'arrivée de James Wolfe, donc il faut aussi donner du mérite et du crédit à cette équipe qui se reconstruit. La barre des 100 points a été passée ce week-end, à savoir qu'ils étaient déjà à 80 et que ça égalait leurs 8 dernières saisons, donc franchement un grand bravo et j'ai hâte de voir la fin de saison de Williams. Pour finir le conseil de classe, malheureusement une petite note négative et une heure de colle pour Alpine. Alors on n'est pas là forcément pour parler de la performance, même si elle a été décevante,
décevante, mais on le sait, la voiture n'est pas bonne, les pilotes ne peuvent rien faire. Ce qui m'a un petit peu déçu, c'est surtout dans l'exécution, double élimination en Q1 avec une erreur de Pierre et surtout un accident de Franco Colapinto qui est sorti exactement au même endroit que l'année dernière. La course n'a pas été meilleure, les deux pilotes alpines se sont retrouvés au fond du plateau à se battre tous les deux. Franco Colapinto s'est fait percuter par Alex Albon, donc honnêtement, rien de positif à retenir de ce week-end. Je voulais revenir sur la déclaration surtout de Flavio Briatore qui a parlé du deuxième baquet pour 2026, qui se jouerait apparemment entre Franco Colapinto et Paul Aron. La décision va être prise durant le prochain mois et va être surtout jugée sur les 2 prochaines courses. Donc attention pour Franco Colapinto, on s'approche peut-être d'une fin de saison et d'une fin de carrière avec Alpine. Dans tous les cas, il n'y a pas grand-chose à espérer pour eux sur la fin de l'année. J'attends et je garde quand même beaucoup d'espoir pour 2026 et pour cette équipe. J'ai envie d'y croire, les gars. J'ai envie d'y croire, même si je sais que ça n'arrivera pas. Je veux voir Max Verstappen se battre pour le titre pilote jusqu'au bout face au McLaren. Encore un week-end exceptionnel au final du meilleur pilote de la grille. 6e Grand Slam en carrière, donc c'est-à-dire pole position, victoire, meilleur tour et mener tous les tours du Grand Prix. Il avait remporté le Grand Prix d'Italie avec la plus grande avance de la saison et la performance de ce week-end montre encore une fois que quand la voiture fonctionne, Max Verstappen est tout simplement injouable. Alors, il faut bien comprendre que ces 2 dernières victoires sont sur des circuits assez atypiques, avec énormément de lignes droites et beaucoup de virages lents. C'est un point fort de la Red Bull, on le sait, et c'est là où McLaren perd tout son avantage. Donc, forcément, on va pas dire qu'on s'y attendait, mais on se doutait que Verstappen pourrait faire quelque chose. Est-ce que Max va gagner à Singapour? Malheureusement, j'ai de gros doutes là-dessus. Si on se concentre un petit peu sur la performance de ce week-end, déjà, il faut savoir que c'était l'un des 3 circuits où Verstappen n'avait jamais pris de pole position. Bon, maintenant il reste que Singapour et Las Vegas. Son taux de qualification est juste exceptionnel. Là où beaucoup de pilotes n'ont pas réussi à améliorer avec les conditions changeantes, Max nous sort un tour incroyable avec une demi-seconde d'avance sur Carlos Sainz. Et puis, parti en pole, Max Verstappen a tout simplement déroulé son jeu. Une avance assez confortable, aucune erreur de la part du pilote Red Bull. La voiture fonctionnait à merveille. Petite statistique quand même assez incroyable, mais Verstappen est le pilote avec le plus de pole position cette année. 6 pôles au total. Et pourtant, on va pas se mentir, la Red Bull n'est pas forcément la voiture la plus rapide et la voiture la plus efficace. Avec cette victoire et ses 15 secondes d'avance sur George Russell, Max Verstappen est revenu à 69 points de Oscar Piastri. Son coéquipier, Lando Norris, lui, est à 25 points désormais et on retrouve en 4e position George Russell à 43 points du néerlandais. Je sais pas si Max Verstappen jouera le titre jusqu'à la fin de saison. Je sais pas si parmi vous, certains sont assez délulus pour y croire, mais la réponse arrivera très bientôt avec le Grand Prix de Singapour. Ce week-end, il faisait froid, il faisait gris, il y avait du vent et donc forcément, c'était une opportunité en or pour Mercedes pour faire un bon résultat. Les 2 pilotes ont réalisé un très gros week-end en marquant énormément de points et j'insiste sur les 2 pilotes parce que j'ai été très dur cette saison sur Andrea Kimi Antonelli, sauf que quand Antonelli fait de bonnes choses, il faut aussi le souligner et là, je pense qu'on a eu le droit probablement à son week-end le plus complet et le plus réussi. Toto Wolff avait été assez dur avec la performance de Kimi Antonelli à Monza en expliquant que ce n'était pas suffisant et le jeune pilote italien a répondu en expliquant que la tournée européenne avait été compliquée à gérer avec beaucoup d'activations, beaucoup de guests, beaucoup de médias. Là, on va s'éloigner justement des circuits européens et Antonelli expliquait qu'il avait hâte de ça pour pouvoir se concentrer uniquement et seulement sur sa perfo. De l'autre côté du garage, on a eu un George Russell malade pendant tout le week-end, absent dès le jeudi pour le Media Day parce qu'il ne se sentait pas très bien. On l'a entendu à la radio avec une voix assez terrifiante et on l'a vu même physiquement très marqué durant tout le week-end. Et bien tout ça n'a pas empêché les 2 pilotes Mercedes de réaliser un week-end excellent. 4e et 5e en séance de qualification avec un très bon départ. Bon, on a eu un petit moment de show où Antonelli a un petit peu tassé Russell dans les premiers tours, mais mis à part ça, le rythme était très bon. Les pilotes n'ont commis aucune erreur. Peut-être un peu de regret du côté d'Antonelli qui s'est calqué sur la stratégie de Lawson et d'avoir pris du trafic
trafic malheureusement au milieu de la course qui lui a fait perdre pas mal de temps. De son côté, George Russell est resté le plus longtemps possible sur la piste et ça a été clairement la meilleure option pour s'assurer de terminer devant Carlos Sainz. Et malheureusement dans les derniers tours, j'y ai cru mais non, Antonelli n'a pas réussi à revenir sur le pilote Williams et faire un dépassement pour mettre les deux Mercedes sur le podium. Il me semble que j'en avais parlé déjà il y a quelques récaps, mais je trouve que la saison de George Russell n'est pas assez mentionnée. Vraiment, on assiste à sa meilleure saison. Il est réellement performant, même quand la voiture ne l'est pas. Et là, par exemple, ce week-end, là où physiquement il était affaibli, il a assumé ce rôle de patron, de leader d'équipe. Et je dois avouer, je commence à bien apprécier George Russell. Avec ce très bon résultat, Mercedes a du coup repris la deuxième position au classement constructeur devant Ferrari pour 4 points. Bon, Ferrari, on va pas en parler. 8e et 9e, le week-end a été désastreux. Red Bull, eux aussi, sont bien remontés en étant désormais à 19 points de la deuxième place au classement constructeur. Et il faut mentionner aussi la très bonne 6e place de Yuki Tsunoda qui effectue son meilleur résultat aux côtés de Max Verstappen. Bref, on va avoir une très belle bataille pour la deuxième place au classement constructeur sur cette fin de saison et je pense que Ferrari devrait se méfier parce que j'ai l'impression que Mercedes et Red Bull sont en train de revenir très fort. C'est fou comment, lorsque votre carrière est en danger, on trouve toujours un moyen de la sauver. On va revenir aujourd'hui sur les déclarations qu'on a eues avant le début du week-end concernant les baquets de Red Bull Racing et de Visa Cash App Racing Bulls. D'après plusieurs journalistes, d'après plusieurs insiders et membres du paddock, on aurait déjà 3 des 4 baquets confirmés pour 2026. Verstappen chez Red Bull, parce que là, pas de surprise. Isaac Hadjar devrait normalement monter dans l'écurie mère aux côtés de Verstappen et Arvin Lindblad, jeune pilote de l'académie, devrait rouler chez Racing Bulls l'année prochaine. Si vous avez bien suivi, ça veut dire qu'on a encore 2 pilotes et un seul baquet disponible. Ça se joue entre Yuki Tsunoda et Liam Lawson. Alors, je vais vous donner mon avis déjà sur les potentiels baquets remplis. Le duo Verstappen-Hadjar chez Red Bull, je le trouve exceptionnel. Nouvelle réglementation, nouvelle direction, nouvelle voiture. On pourrait se dire c'est peut-être le début d'une nouvelle ère aussi chez Red Bull, mais obligé d'être craintif et de me poser des questions quant à la carrière de Isaac Hadjar en espérant, on croise les doigts, que ça ne fasse pas comme Perez, Albon, Gasly ou encore Tsunoda. Du côté de chez VCarb, j'ai du mal. Honnêtement, je n'accepte pas cette idée de faire monter Arvin Lindblad en Formule 1 dès l'année prochaine. Sa saison de Formule 2 est pas ultra convaincante. Il y a encore énormément d'erreurs. Il y a encore énormément de choses à apprendre. Mais oui, comme Antonelli, il est extrêmement talentueux. Pour moi, Antonelli, c'est vraiment un exemple de il faut faire attention à ne pas faire monter trop vite les pilotes en Formule 1 et j'ai peur que c'est ce que Red Bull s'apprête à faire avec Lindblad. Pour moi, le duo Tsunoda-Lawson chez VCarb l'année prochaine a totalement du sens. On est sur un duo expérimenté, un duo talentueux, une nouvelle réglementation, donc on va avoir besoin d'un feedback et d'une connaissance pour développer la voiture. Eh bien non, au final, ça va se jouer entre ces deux pilotes pour compléter le line-up chez VCarb l'année prochaine et devinez qui ont effectué leur meilleur week-end depuis le début de la saison. Tsunoda et Lawson, voilà. La perf de l'année, elle est là à bas coût. Liam Lawson s'est qualifié 3e sur la grille et a terminé 5e, meilleur résultat de sa saison. Et Yuki Tsunoda, lui, s'est qualifié 6e, meilleur résultat d'ailleurs d'un coéquipier de Verstappen depuis Bakou 2024. Et il a terminé 6e, ce qui est aussi son meilleur résultat de la saison, juste derrière Liam Lawson. Vous l'avez compris, les prochains Grands Prix vont clairement déterminer l'avenir de Tsunoda et Liam Lawson, mais aussi de Isaac Hadjar. Attention à ne pas se relâcher et faire des erreurs. Du côté de chez Red Bull, on annonce une décision et potentiellement des signatures d'ici la mi-novembre et peut-être le Grand Prix du Mexique. Eh ben c'est dommage parce que c'était l'occasion d'écrire l'histoire pour McLaren en remportant le titre constructeur le plus tôt de l'histoire de la Formule 1. Eh bien non, malheureusement le week-end a été totalement raté et ça pour les deux pilotes. Le plus gros perdant ce week-end c'est Oscar Piastri, leader du championnat très clairement. Monza était déjà pour moi un signal d'alerte avec un petit peu un manque de performance. Là, pour la première fois de la saison, on a vu Oscar Piastri s'effondrer. Bon, l'accident en Q3, il peut s'excuser.
c'est arrivé à de nombreux pilotes et vu les conditions changeantes, le vent, etc., peut se dire pourquoi pas, mais le départ, la course, que dis-je, le premier tour de Piastri, Oscar part en 9e position sur la grille et le cauchemar démarre avant même que les feux s'éteignent. Piastri lâche l'embrayage, la voiture avance, Piastri passe en mode anti-stall pour ne pas caler et à ce moment-là, Piastri chute à la 20e position. Déjà là, tu te dis, le leader du championnat est dernier, donc ça part très très mal. Il aura fallu attendre moins de 60 secondes et 5 virages pour voir la voiture d'Oscar Piastri terminer tout droit dans un Tech Pro, juste trop ambitieux malheureusement, un petit peu trop envie de se rattraper. Oscar Piastri bloque la roue avant gauche et termine dans le mur dès le premier tour. Pour un pilote qui ne commet d'habitude aucune erreur, j'avoue que là, j'étais choqué. J'étais en mode, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Oscar Piastri? Pourquoi ce week-end tourne au cauchemar comme ça? C'est d'ailleurs la fin d'une série de courses d'affilée dans les points pour Oscar Piastri depuis le quota 2023, soit 44 Grands Prix d'affilée. Cette série tombe à l'eau ce week-end malheureusement en Azerbaïdjan. Bon, malgré tout ça, Piastri reste quand même leader du championnat et avec une belle avance parce que là, tu pourrais te dire, bah, Norris a pu en profiter pour reprendre des points et rattraper son retard. Alors qu'Oscar Piastri se fout dans le mur en Q3, Lando Norris ne signe que le 7e temps en qualification. Alors, il y a du contexte autour de ça. C'était le premier pilote sur la piste avec une piste humide et des conditions changeantes. Donc techniquement, il avait la pire piste possible. Mais au-delà de ça, malheureusement, hier, durant la course, quasiment aucun pilote n'a réussi à dépasser Lando Norris. Malgré une stratégie décalée, malgré une fin de course en pneu médium, Norris n'a pas pu aller dépasser Liam Lawson, Yuki Tsunoda. Il a perdu énormément de temps dans son premier relais derrière Charles Leclerc. Bon, à ça, vous pouvez rajouter en plus le pit stop raté de McLaren de 4 secondes 1. Honnêtement, ça n'aurait pas changé grand-chose. Il serait ressorti côte à côte avec Leclerc, ça aurait rien changé à la suite de la course de Lando, mais Lando n'a pas pu profiter et n'a pas pu justement remonter au classement pour marquer un maximum de points. Alors j'ai trouvé les gens très durs sur les réseaux sociaux avec Lando Norris parce que au final, il a fait de son mieux. Il n'y avait pas beaucoup plus à faire au vu du rythme et au vu des conditions du Grand Prix. J'estime que Norris n'a pas réellement raté une occasion. Il était juste au mauvais endroit, au mauvais moment, pile quand Piastri s'est sorti. Mathématiquement, c'est sûr que quand Norris a abandonné, Piastri a récupéré la victoire et pris 25 points, là où ce week-end, Piastri abandonne pour la première fois et Norris ne récupère que 6 points. Oscar peut aussi s'estimer heureux que Verstappen remporte le Grand Prix et que son coéquipier n'était pas extrêmement bien placé. Encore une fois, je le répète, mais la saison est loin d'être terminée. Il y a actuellement 25 points qui séparent les deux pilotes et le championnat peut rapidement basculer d'un côté ou de l'autre. Les erreurs vont commencer à coûter de plus en plus cher, donc attention à ne pas craquer sous la pression. Et dans tous les cas, pour McLaren et le titre constructeur, je pense qu'on pourra fêter ça à Singapour. Alors ma question du jour, forcément, c'est que si McLaren récupère le titre constructeur, qui va terminer deuxième cette année en 2025? Laissez-moi dans les commentaires vos prédictions pour la deuxième place, troisième et quatrième, bien évidemment. Ça se joue entre Ferrari, Mercedes et Red Bull. Je suis curieux d'avoir votre avis parce que c'est vrai que les dernières performances de Ferrari commence un petit peu à me faire douter. Alors, autant depuis le début de la saison, mes pronostics sont pas bons, autant je suis un peu à côté de la plaque. Mais alors là, le rouge total, Piastri en pôle, c'est non. Piastri qui gagne, c'est non. Norris sur le podium, c'est non. Leclerc sur le podium, non. Ce qui me rassure, c'est que personne n'a trouvé un bon combiné avec au moins 3 bonnes réponses. Clairement, Carlos Sainz sur le podium et Russell, fallait aller le chercher et c'était peu probable. On va essayer de faire mieux pour le Grand Prix de Singapour, du coup, qui aura lieu dans 2 semaines. Je vous rappelle que vous participez dans les commentaires avec le hashtag HydroProno tout attaché. J'ai pas pris de risque, j'ai été plutôt safe avec une pole et une victoire de Lando Norris. Il a été excellent l'année dernière. Je pense que cette année, il va être encore très, très performant. Je mettrai quand même Piastri deuxième. Pour moi, la McLaren va ultra dominer à Singapour. Et mon cœur me dit que Charles Leclerc sera sur le podium. Oui, je suis des Lulu. Oui, je me fais des rêves. Bon, au niveau du meilleur constructeur, pour moi, McLaren remporte le titre à Singapour. Donc, au moins, ce sera emballé et pesé et on sera tranquille à ce niveau-là. On n'aura plus besoin d'en parler. Je suis curieux d'avoir votre avis dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce week-end, que ce soit de la qualif, que ce soit des Mercedes, des McLaren, de Verstappen. Foncez me donner vos ressentis dans les commentaires. Merci d'être resté jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous. Portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.